L'amendement numéro 11, défendu par Monsieur Corbière ou Monsieur Lachaud. Ah pardon, Monsieur Ratnon. Merci, Madame la Présidente. La France insoumise, à travers cet amendement, cherche à éviter la pérennisation ad vitam aeternam de la posture de protection terrestre ajoutée à la fonction protection des armées françaises à la suite des attentats de 2015 et 2016. La FI a à cœur de réaffirmer la distinction républicaine entre les enjeux de sécurité intérieure et les enjeux de défense. La confusion actuelle entre les missions de l'armée et de la police est une tendance lourde et dangereuse qui se matérialise à travers l'opération Sentinelle. L'efficacité de celle-ci reste à prouver, tandis que son coût est, lui, évident. Pire, les militaires de l'opération Sentinelle sont devenus des cibles spectaculaires et légitimes pour des gens qui veulent s'en prendre au pouvoir en place, faisant ainsi le jeu du terrorisme islamiste. L'objectif de dissuasion de cette opération est ainsi mis à mal, puisqu'elle représenterait plutôt une incitation. D'autant que la généralisation dans le temps long de cette opération instaure une habitude et une routine délétère, une habitude et une routine délétère pour l'efficacité du dispositif. Le niveau de vigilance des soldats baisse. À l'inverse, les terroristes ont plus de temps pour repérer et préparer leurs attaques. En outre, la militarisation de la sécurité intérieure fait peser un risque latent sur les libertés publiques. Nous ne souhaitons pas nous engager sur cette pente glissante. D'autres solutions pour la protection du territoire national doivent être pensées et mises en œuvre. Elles existent. La France insoumise est prête à en discuter avec la majorité et les autres partis lorsqu'ils le souhaitent. Merci Madame la Présidente. On s'entende bien, personne sur les bancs de la France insoumise n'affirme que les patrouilles de sentinelles sont une menace pour la démocratie, ni qu'on n'ait jamais vu où que ce soit dans ce pays nos militaires nous assaillir. Ce n'est pas le sujet. L'interrogation, elle est principielle, elle porte sur deux sujets. Premièrement, la confusion qui s'entretient dans beaucoup de pays, et parfois dans les discours en France, entre les opérations de police et les opérations militaires, et qui résulte, on va faire la faveur à chacun de la bonne foi, du fait que certains sujets sont à la limite des deux. Par exemple, un projet d'attaque terroriste, d'acte terroriste, peut aussi bien être analysé comme une opération militaire, souvent elle se dote de moyens militaires, que comme une opération qui se traite par des moyens de police. Il y a donc deux doctrines sur le sujet, et rares sont ceux qui les mélangent. Donc premièrement, nous nous disons, nous ne voulons pas mélanger les deux. D'accord ? C'est un choix, c'est un raisonnement. Je ne dis pas qu'il est simple à manier en toutes circonstances, mais c'est une certaine idée de la protection de la sécurité intérieure. Et deuxième élément, c'est l'utilité réelle dans la lutte qui est menée des patrouilles sentinelles, qui sont un coût fantastique pour l'armée. Non seulement ça représente de l'argent, mais ça représente beaucoup de fatigue, beaucoup de manières de faire tourner le personnel. Fort heureusement, parfois des décisions sont prises qui fait que nous avons des patrouilles qui n'ont pas de munitions. On sait pourquoi on décide, on prend ce genre de décision, et je n'en fais pas le grief ici. Mais je veux dire que les hommes savent qu'ils sont dans une démonstration davantage que dans une action. Donc, sur le plan des protections qu'assument les patrouilles sentinelles, je comprends qu'on puisse penser que c'est une bonne chose et qu'il faut continuer, mais entendez qu'il y en a qui pensent que ce n'est pas une bonne chose, que c'est épuisant pour les forces armées, que c'est à côté de leur mission, car en réalité, aucun d'entre eux ne mènerait autre chose que des actes d'autodéfense, parce que vous savez que le principal résultat, c'est qu'ils ont été pris comme cible. Merci. L'amendement numéro 12, présenté par Monsieur Lachaud. Oui. Encore un exemple, je l'espère, de co-construction productive, parce que nous avons déposé cet amendement sous une autre forme en commission pour apporter une précision sur un sujet central, l'espace exo-atmosphérique, qui devient aujourd'hui un enjeu central dans les questions de défense, qui voit sa militarisation, ou plutôt son arsenalisation, s'accroître à longueur d'année, et pourtant, cet espace a donné lieu en 1967 à l'élaboration d'un traité de l'espace, ratifié par la France, par l'ensemble des grandes puissances,
pour deux choses: garantir que justement l'espace soit exempt d'armes de destruction massive et garantir le statut de res nullius de l'ensemble des objets qui se trouvent dans l'espace. Aujourd'hui, l'espace est devenu un enjeu parce qu'il y a une multiplication de l'armement à son encontre, à son égard, au-delà même des armes de destruction massive. Il ne faut pas être naïf. La France doit prendre sa place dans ce développement, mais dans le même temps, la France se doit d'agir pour obtenir que l'espace ne devienne pas un arsenal. C'est-à-dire que d'un point de vue, il faut tenir compte du fait de l'état de fait, mais ne pas s'y résigner et agir. Agir, c'est-à-dire prendre toutes les mesures nécessaires afin d'obtenir un nouveau traité sur l'espace pour garantir sa non-arsenalisation et conserver le statut de res nullius au-delà même des objets, y compris les ressources que ces objets peuvent contenir. Donc, nous espérons que la formulation que nous avons choisie suite au débat de la Commission pourra rencontrer votre accord. Oui, plusieurs éléments, vu que vous avez apporté des réponses argumentées sur notre proposition. Sur le statut de res nullius, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a deux États, le Luxembourg et les États-Unis, qui ont pris des législations nationales pour autoriser l'accaparement des ressources. J'ai interrogé le ministre de la Transition écologique sur ces questions, qui nous a répondu que la France n'envisageait pas d'établir une législation nationale autorisant l'accaparement de ces ressources. Donc, rien ne s'oppose à ce que la France, au contraire, garantisse ce res nullius, parce que nous le savons bien, l'accaparement des ressources est une cause de guerre, tout le temps, toujours, et donc il est, à mon sens, du ressort de la loi de programmation que de lutter contre ces causes de guerre. Donc, le res nullius, à mon sens, a toute sa place ici. Et je pense que personne dans cette Assemblée, et je l'espère, ne s'oppose à cette notion de res nullius pour les ressources spatiales. Parce que sinon, ça nous pose d'autres problèmes beaucoup plus graves. Ensuite, oui, Madame la Ministre, nous le savons, ça sera compliqué, ça sera difficile. Mais est-ce pour autant qu'il ne faut pas que la France prenne son rôle là-dedans? On a bien conscience qu'écrire cela, on ne viendra pas vous voir à la fin de la loi de programmation militaire pour vous dire « vous avez échoué, vous n'avez pas obtenu ce traité ». Ce n'est pas la question, bien évidemment. Mais c'est bien dire, et c'est dire à tous les pays que la France ne souhaite pas l'arsenalisation de l'espace et prendra toutes les mesures. Participer prendra, honnêtement, il n'y a pas de grosse différence. Vous nous aviez expliqué que vous ne souhaitiez pas participer aux initiatives initiées par la Russie et la Chine en commission. Donc nous avions choisi un autre mot. Je conclus là-dessus. Donc, franchement, il s'agit là d'un amendement principiel pour rappeler des principes sur lesquels vous avez dit vous-même que vous étiez d'accord. Merci, Monsieur Lachaud. Monsieur Lenné, amendement rejeté. L'amendement numéro 13, défendu par Monsieur Corbière. Écoutez, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, c'est un amendement qui vise en quelque sorte à donner des marges de manœuvre au gouvernement, en vérité. Et j'espère que nous nous retrouverons là-dessus, donner plus de latitude, car que dit l'alinéa 94, auquel se rattache cet amendement et la phrase dont nous demandons la suppression? Elle dit « Les armées sont susceptibles d'être engagées en gestion de crise jusqu'à 3 théâtres simultanément afin d'assumer les responsabilités de la France, etc. » Mais pourquoi jusqu'à 3 théâtres simultanément? Il est possible que si les missions de nos armées soient d'assurer la défense de notre territoire national et de veiller à la paix, qu'il peut être nécessaire d'intervenir dans plus que 3 théâtres d'opération. Donc je ne comprenons pas cette limitation qui vise finalement à restreindre nos propres moyens ou à poser le problème que s'il y avait besoin d'une autre intervention à qui nous faisons appel, on peut s'interroger sur le caractère un petit peu sous-entendu qu'il y a dans cette limitation. C'est la raison pour laquelle nous pensons, afin que la France garde sa pleine souveraineté sur ces questions de défense de ses intérêts et de la sécurité de son territoire, que nous supprimions cette phrase, car nous n'avons pas à limiter les théâtres d'opération où nous pourrions être amenés à intervenir. Merci. L'amendement numéro 29, présenté par Monsieur Ratenon.
Merci Madame la Présidente. Pour nous, la France insoumise, l'omniprésence du concept d'Occident dans la réflexion géostratégique est un grave problème. Il empêche de réfléchir librement. Ce mot vise à rendre évident des rapprochements et des alliances qui n'ont pourtant rien de nécessaire et qui surtout ne devraient pas être exclusifs. Il est important de rappeler que la France n'est pas une nation occidentale. Elle est présente sur les 5 continents. Ses citoyens ont toutes les couleurs, toutes les croyances, parlent un nombre immense de langues. Elle ne fonde son action internationale sur aucun a priori ethnique ou culturel, mais sur des critères politiques et légaux. La notion même d'Occident est elle-même sujet à caution. Le mot décrit-il la chose ou la fait-il exister? Mais il est évident que nous ne réglerons pas cette question en 2 minutes ici. En tout cas, il faut rappeler que la coopération militaire est possible avec d'autres puissances que celles abusivement identifiées comme occidentales. Si l'interopérabilité avec celle-ci n'a pas nécessairement vocation à être extrêmement approfondie, elle ne doit pas non plus être écartée. À titre d'exemple, on peut signaler que l'action coordonnée des forces françaises et russes contre Daesh n'aurait sans doute pas souffert si l'interopérabilité entre elles avait été plus avancée. Nous nous accrochons pas à ce concept forgé par les néoconservateurs américains. Encore une fois, nous demandons donc la suppression du mot « occidentaux ». Un amendement pour alerter sur le surinvestissement technologique qui, d'une force, pourrait très rapidement devenir une grande vulnérabilité et une faiblesse de nos armées. Quand on pense que tous nos armements doivent être interconnectés, que prenons l'exemple du système Scorpion par exemple, que sur un même champ de bataille, plusieurs véhicules doivent pouvoir communiquer entre eux pour pouvoir être opérationnels à pleine puissance et être totalement efficaces, cela interroge à l'époque des menaces cyber où une simple attaque pourrait rompre cette interconnexion, rendre inopérants ces systèmes interconnectés et donc rendre totalement inutile, voire contre-productif, des investissements très importants, des maintiens en conditions opérationnelles exorbitants, alors qu'un matériel robuste, un petit peu moins connecté, aurait pu remplir les mêmes objectifs à des coûts moins importants et avec beaucoup moins de retard dans les livraisons que peut connaître le programme Scorpion. Monsieur Lachaud, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je vous rassure, je parlais bien de surinvestissement stratégique et tactique dans la technologie plutôt que de surinvestissement budgétaire. Pour l'instant, parce que si on est dans une course à l'armement, le surinvestissement budgétaire nous guette. C'est comme cela que les Américains sont venus à bout de l'URSS. Nul n'est besoin de le rappeler. Mais si on en revient à la question de Scorpion, par exemple. Non, Scorpion n'est pas un atout, parce qu'aujourd'hui, Scorpion n'est pas là. Scorpion n'est pas là parce que nous avons voulu un programme très compliqué, alors que nous nous serions satisfaits de véhicules blindés, réellement blindés, au Sahel, aujourd'hui, ça serait peut-être plus utile. Et quand vous nous dites que vous accélérez le programme Scorpion, c'est vrai, vous le proposez. Sauf qu'aujourd'hui, les matériels Scorpion ne sont toujours pas accrédités DGA et nous ne savons pas quand ils vont l'être. Donc nous ne savons même pas si techniquement les industriels seront en capacité de suivre le programme que vous leur demandez de suivre. Mais, et cela est un vrai problème, nous ne pouvons pas toujours nous dire que la biotechnologie va résoudre tous nos problèmes parce que le risque zéro dans le domaine cyber n'existe pas. La résilience est fondamentale, mais le coût de ces investissements technologiques par rapport aux besoins n'est-il pas disproportionné? Amendement rejeté. L'amendement numéro 14, présenté par Monsieur Corbière. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. On touche là, sur l'amendement que je vais présenter, une question sensible. Car à l'alinéa 103, il est indiqué que nos armées doivent être ainsi capables d'assurer des postures permanentes de dissuasion, de sécurité, etc. Et également de conduire des opérations non seulement de contre-terrorisme, mais aussi de contre-infiltration.
insurrection. Nous sommes en radical désaccord avec le fait que nos armées soient engagées dans une quelconque opération de contre-insurrection. C'est là une question fondamentale qui touche, permettez-moi de le citer, l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui nous rassemble tous, je l'espère, et qui dit « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. » C'est cela qui nous rassemble dans notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Envisageons-nous possible que demain notre armée, soit sur le territoire national, soit à l'étranger, soit une force qui réprime ceux qui se sont insurgés contre un gouvernement qui aurait mené une politique injuste? Il y a là quelque chose qui est totalement, fondamentalement contraire avec les missions de nos armées. Je le dis d'autant plus, permettez-moi d'évoquer, comment dirais-je, un exemple personnel. Moi, natif de Béziers, cette ville où les viticulteurs en grève se sont vus opposer le 17e régiment envoyé par Clémenceau, et ce régiment, ne voulant pas réprimer les viticulteurs en grève, a mis crosse en l'air. Il en est resté une chanson, Gloire aux soldats du 17e. Et le couplet dit, si vous aviez tiré, vous auriez, en tirant sur nous, assassiné la République. En 2018, nos armées ne peuvent pas assassiner la République sur le territoire national ou même à l'étranger. Donc il est impossible que nous nous engagions dans une quelconque volonté d'opération militaire pour mater une contre-insurrection. Et Monsieur En Betch. explication de vote et sur deux sujets aussi vite que possible. Soit on a entendu Madame la Ministre et on voit à quelle classe d'événements vous répondez. Mais par contre, ce à quoi on ne répond pas, c'est 1. Peut-on gagner une guerre contre-insurrectionnelle? La réponse est non. 2. Le risque est toujours immense. Ça mériterait mieux qu'un petit débat sur un mot. Mais en tout cas, le débat sur un mot permet de l'écarter du texte et de ce que nous proposons de faire. Je vous rappelle que si on examine la situation qui a eu lieu au Rwanda, par définition, on était dans de la contre-insurrection, contre l'intervention des FDR qui arrivaient de l'Ouganda voisin, et ça s'est terminé dans la chose que vous savez, dans laquelle plus personne n'arrivait à s'y retrouver, c'est-à-dire c'est terminé par un massacre généralisé et un génocide. Donc moi je mets vraiment en garde contre l'idée qu'on puisse gagner ou mener une guerre de contre-insurrection, fût-ce à la demande d'un État, car souvent les problèmes sont tellement emmêlés d'une frontière à l'autre que ça revient à se mettre en guerre avec toute une zone. Dernière chose, ça concerne l'amendement et toute la discussion que nous avons eue sur la sophistication de la mise en relation des objets techniques dans l'art de la guerre. Alors clairement, Scorpion est plus efficace pour passer les commandes de son frigidaire et les mettre en rapport avec la taille de son coffre de voiture que pour réellement avoir la garantie que vous allez rendre interopérationnel toute une série d'engins qui se déplacent sur un même territoire parce que vous êtes à la merci de la contre-offensive. Donc le reproche qui vous était fait n'était pas de « avez-vous mis trop d'argent ou pas assez ?» C'était l'idée que nous devons intégrer à l'ère moderne que certains modes de connectivité augmentent notre niveau de vulnérabilité au lieu de l'abaisser. Notre collègue a raison de dire, je vais finir là-dessus, qu'évidemment, l'avantage technique sera toujours là. Et que de toute façon, c'est par l'avantage technique qu'on va toujours prendre le dessus. Mais ça dépend dans quel type de conflit. Dès lors que vous avez une masse immense de personnes humaines engagées, ce n'est plus la technique qui vous donne l'avantage, c'est la détermination de ceux qui agissent. Car l'arme technique, comme on l'a dit, est toujours à un moment ou à un autre, dépassé par une autre. Si par exemple, tous vos systèmes de connexion passent par satellite, Madame la Ministre, dès lors que quelqu'un depuis la Terre sait éclairer un satellite, c'est comme si vous n'aviez rien.